Bonjour à toutes et à tous. On va reprendre le fil de notre journée. J'ai le plaisir d'accueillir deux collègues, Anne Gonon à ma droite, Estelle Ferrares, co-organisatrice de la journée à ma gauche. Anne Gonon nous fait le plaisir de venir tout spécialement de Kyoto, qui nous a emmené aussi la chaleur, je pense, de Kyoto sans la moiteur. Pour ça, on la remerciera moins, mais bon. Anne Gonon est sociologue. Elle enseigne dans une université japonaise qui est l'université de Doshisha. Elle ne parlera pas japonais, je vous rassure tout de suite, elle parlera français. Et elle travaille depuis le début des années 2010 sur les questions relatives à la catastrophe de Fukushima, dont vous avez sans doute toutes et tous entendu parler, qui est à la fois une catastrophe naturelle et une catastrophe technologique. Et elle participe également au groupe de recherche internationale sur les formes de vie que vous a présenté Estelle. Elle travaille également sur les éthiques du Caire, dont Alexandre Geffen a évoqué l'insinuation dans les discussions d'aujourd'hui. Et elle travaille notamment sur la réception des concepts étrangers au Japon. Sa communication d'aujourd'hui s'intitule « La vie d'après Fukushima, perte du sol, perte du soi, penser le pays natal Furusato ». Je ne sais pas si je prononce bien. Merci beaucoup, Anne. Tu as la parole. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Vanessa, Estelle et puis le Mémorial de la Shoah, l'équipe du Mémorial de la Shoah de m'avoir permis de parler aujourd'hui, même si je vais apporter des éléments un petit peu différents de ceux dont vous avez entendu parler, puisque je vais parler d'un point de vue de la société japonaise qui a des valeurs qui semblent parfois assez éloignées de celles dont on a parlé aujourd'hui, mais qui en même temps vont aussi apporter peut-être un autre point de vue sur ces questions. Donc, j'espère qu'ensuite on pourra en discuter. Donc, je suis aussi, là, peut-être je peux y voir un signe. Lors de ma première visite dans la ville de Fukushima, donc quelques semaines, enfin plutôt mois après la catastrophe du 11 mars 2011, j'avais rencontré un homme que j'ai interviewé et qui a comparé la situation des habitants de la région de Fukushima aux survivants de la Shoah. Alors, sur le moment, j'avais été particulièrement choquée parce qu'il me semblait que quand même on était face à des phénomènes d'ampleur différente et j'avais demandé les raisons de cette impression. Et il m'avait alors dit qu'avant la catastrophe, il avait projeté dans la salle de cinéma qu'il dirigeait dans la ville de Fukushima le film de Claude Lanzmann et qu'il allait, dès que les conditions s'y prêteraient, le projet de représenter le film, d'organiser des débats sur les thèmes de l'abandon et de l'oubli qui caractérisaient selon lui les deux états de victimes. Donc, plutôt que de penser à comparer des situations, l'homme semblait lancer un appel à la reconnaissance de ce qui est important, de ce qui compte, et tirailler entre le souci de ne pas oublier et la nécessité de l'oubli. Donc, c'est dans cette tension que se situe le mouvement de retour à la vie ordinaire qui m'a semblé vraiment important. Alors, d'abord, je voudrais juste vous présenter rapidement, peut-être vous rappeler aussi, mais aussi qu'est-ce que la catastrophe de Fukushima. Donc, voilà, vous avez en couleur les départements du Japon qui ont été touchés par la catastrophe. En fait, il y en a 3. Là, on voit le nombre de morts et de disparus, mais c'est surtout pour vous montrer où étaient situés ces départements, donc en bordure de l'océan Pacifique, et aussi dans ce qu'on appelle, donc, en fait, la catastrophe de Fukushima
en japonais se dit la catastrophe du Japon de l'Est. Donc c'est ce qui est l'Est du Japon. Là, vous avez, donc j'ai mis quelques éléments de repère concernant la catastrophe. Et en fait, c'est une catastrophe qu'on dit aussi triple, puisque elle a, je vais vous montrer, c'est un tsunami. Et vous voyez après le passage du tsunami, c'est un tremblement de terre et une catastrophe nucléaire. Donc dans ces lieux, ces 3 départements qui apparaissent donc sur la carte, on a mêlé tremblement de terre, tsunami et également catastrophe nucléaire, même si la centrale de Fukushima est dans le département de Fukushima, en raison des vents qui soufflaient à ce moment-là, les départements limitrophes ont également été touchés. Donc on a vous avez des chiffres concernant la situation en 2019 et vous voyez qu'il reste encore un certain nombre de personnes disparues dont on continue à rechercher les corps, mais c'est quand même un nombre assez impressionnant. Donc c'est une catastrophe qui continue. Alors je voulais aussi vous montrer les zones d'évacuation. Donc ça, c'est la situation autour de la centrale, des 2 réacteurs de la centrale de Fukushima. Ils étaient assez éloignés les uns des autres. Et donc, on a une dispersion de la radioactivité qui a conduit les autorités à repousser de plus en plus la zone de refuge. Et donc, vous voyez que dans les 30 km autour de la centrale, la zone avait été interdite progressivement, malheureusement, les autorités n'ayant pas senti tout de suite l'importance de l'accident. Et vous avez des zones, donc vous voyez qu'en fait, il y a des zones qui sont proches de la centrale, mais moins touchées que des zones plus éloignées. Et vous avez la situation à l'heure actuelle. On a des zones, la zone qui est en rose et la zone qui reste encore, en fait c'était il y a 1 an, la zone qui restait encore pas interdite, mais où le retour était assez difficile et qui progressivement est considérée comme décontaminée et donc qui va permettre normalement le retour des populations. Donc on voit que en 2019, 8 ans après l'accident nucléaire, il reste encore des personnes déplacées et que la situation n'est pas du tout retournée à la normale. En outre, les dégâts causés par la catastrophe du tsunami et également le tremblement de terre restent encore très sensibles dans le paysage des 3 départements. Alors, donc, je voulais vous dire, donc, ce qui compte il y a 8 ans et toujours ce qui compte aujourd'hui, c'est prendre soin. Depuis le début, il s'est agi de prendre soin des autres, de soi bien sûr, et des animaux, du sol. Il s'agissait de ne pas laisser les autorités gérer seules cet univers bouleversé, le gérer d'une façon adéquate aux besoins des habitants. Ce qui compte pour les siens, les voisins, les personnes qui ont vécu la même épreuve. Ce qui compte est relatif au corps, donc manger, s'habiller, se laver, être en bonne santé, ce qui est quand même quelque chose qui nous semble être fondamental, mais qui s'est posé pendant très longtemps aux personnes qui avaient été déplacées dans des refuges provisoires, parce que les refuges provisoires sont encore existants, pour les 40 000 personnes qui sont encore déplacées. Et aussi la santé psychologique, donc que la vie reprenne sens, s'inscrive dans l'idée de la normalité. Alors, l'appel à la justice, à la reconnaissance des responsabilités, au soutien financier est un aspect important de ce retour à la normalité et des groupes s'en chargent. Mais il ne s'agit pas uniquement de cette dimension de justice sociale. Ce qui compte aussi, c'est de se confronter avec ce destin.
Comme le disait Vinadas, dont a parlé ce matin Estelle, qui est une anthropologue indienne enseignant aux États-Unis, à propos de l'Inde qu'elle étudie au moment de la partition entre l'Inde et le Pakistan, la reconstruction signifie récupérer des morceaux de vie et trouver comment continuer à vivre dans des lieux dévastés, comme si en fait tout était déjà réglé. Mais le doute est lié en fait à la vie quotidienne. Est-il possible de vivre sans les personnes chères qui ont disparu ? Pourquoi est-ce que mon enfant n'a pas pu vivre une vie de durée normale ? Le questionnement du sens de la vie ordinaire, de la vie vulnérable, de ce qui est le petit citoyen, l'expression existe en japonais, c'est-à-dire les personnes concernées par la communauté la plus proche de soi, se pose en termes aussi religieux, bouddhiques, dans une région traditionnellement très religieuse. Donc, dans la forme de vie qui s'invente depuis cette date de 2011, la parole est essentielle et en fait le devient de plus en plus. Il s'agit de chercher un chemin entre la mort et la vie pour retrouver le monde ordinaire. Donc, cette forme de vie donc la parole va aider à donner forme à une nouvelle vie qui se construit dans l'entrelacement entre l'événement qu'est la catastrophe, puisqu'elle est encore sensible, et la vie quotidienne. Il s'agit d'une lutte contre l'oubli auquel aspirent les autorités pour proclamer le succès de la politique de retour à la vie normale, puisqu'en plus les autorités incitent les populations à retourner dans les zones censées être décontaminées. Mais dans ce mouvement de construction d'un monde d'après, les expressions les plus courantes ont changé de sens, ont pris un sens plus profond, moins évident. Alors, pour un petit peu rejoindre ce qui vient d'être dit à propos de la littérature, en fait, ça m'a vraiment fait sentir ce qui s'était passé au Japon ressemblait et en même temps était très différent. La stupeur ressentie par tout le monde face à l'ampleur de ce qu'on appelle désormais donc la catastrophe de Fukushima a provoqué une aphasie dans le monde des lettres. Par exemple, des auteurs très connus comme le prix Nobel Oe Kenzaburo ont ensuite expliqué les raisons de cette impossibilité d'écrire. Puis peu à peu, dans un mouvement contraire, la parole est apparue comme nécessaire. Des textes courts, des romans de fiction, par exemple en français, il y a un roman, mais qui est un roman complètement fou, qui s'appelle La centrale en chaleur, qui a été publié, le livre existe en français, où le personnage principal est la centrale nucléaire, en fait. Des poèmes ont été écrits, surtout depuis 2016, donc 5 ans après, le mouvement d'aphasie a quand même beaucoup duré. L'on pourrait parler de travail de deuil s'il ne s'agissait pas d'une parole venue des témoins extérieurs, des écrivains, des journalistes ou des porte-paroles. Selon Freud, donc, il s'agirait plutôt de mélancolie. Et les personnes concernées, sont-elles victimes? Sont-elles des survivants? Il a beaucoup été dit sur les personnes touchées par cette catastrophe. On a parlé de gestion des populations, on a parlé donc de biopolitique, on a parlé de défense des intérêts de ces populations, mais mon propos se veut ici une tentative pour saisir la parole des personnes concernées. Ne pas se substituer à elles, mais saisir comment elles ont parlé et comment elles parlent. Donc la question du statut est, dès la survenue de cette triple catastrophe, au cœur du processus de tentative de retourner de reconstruire une vie normale. Nous pourrions tous nous dire victimes. J'étais donc au Japon, mais moi j'habite à Kyoto, qui est assez éloigné. Nous pourrions tous nous dire victimes tant la stupeur a été générale et tant les retombées sont encore présentes dans notre vie quotidienne. Mais avons-nous tous besoin de reconstruire une vie brisée, une vie éclatée de la même façon? Qui peut se dire victime de cette catastrophe? La légitimité de la parole est au cœur du travail de deuil. Donc, qui peut se dire victime? Alors, ici, voilà. Avant la parole, la question concerne les termes dont se qualifient les personnes touchées par la catastrophe. Loin de se considérer comme des victimes,
elles hésitent même à se qualifier. On se rejoint la présentation de Frédéric aussi, même si bien sûr nous ne sommes pas dans le cas d'un génocide. Ces personnes manifestent une répugnance à se déclarer victimes. Certes, les médias et les autorités ont parlé successivement de victimes, morts et disparus, puis de réfugiés, de déplacés et maintenant de retournés. Chaque appellation détermine un statut auquel est attachée une vision particulière de la catastrophe, un état aussi, qui va déterminer un type de traitement particulier. Mais ces appellations ne sont pas utilisées par les personnes concernées. L'on doit accepter celles qui réclament leur droit aux aides médicales et pour cela doivent s'afficher comme victimes. C'est une injonction, comme on voit, comme l'a très bien décrit Didier Fassin, pour pouvoir accéder aux soins médicaux ou aux compensations financières, on doit déclarer qu'on est victime, qu'on a habité, qu'on était là au moment de la catastrophe. Donc, prouver qu'on était vraiment là, prouver qu'on est victime. Mais de façon générale, la survenue des 3 catastrophes en même temps conduit chacune de ces personnes à relativiser sa situation, son état, à se comparer aux autres, mais en minorant sa vulnérabilité. Selon qu'on a subi le tremblement de terre ou le tsunami, on fait attention aux différences de situation. Une maison détruite ou seulement abîmée, une vie en refuge ou dans sa propre maison, alors que l'accident nucléaire demande de recourir à d'autres perceptions. Selon l'âge, est-ce qu'on est enfant ou adulte? Est-ce qu'on était à proximité? À quelle distance? Est-ce qu'on était, par rapport à la centrale nucléaire, à la zone d'irradiation? Malgré l'unité de lieu, donc le Tohoku, et le temps, le 11 mars à 14h46, une multitude de situations coexistent. Plus encore, face à l'ampleur de cette catastrophe, certaines personnes hésitent à se déclarer victimes, même si elles ont été sur place au moment de la catastrophe. Par exemple, les personnes extérieures au département, juste de passage le 11 mars dans la région, voudraient se sentir solidaires, mais du fait qu'elles habitent dans un lieu épargné, ne souhaitent pas mettre en avant leur peur, le traumatisme ressenti. Il y a aussi les personnes qui ne parlent pas, voulant rester invisibles afin d'échapper aux discriminations que fait naître la peur de la contamination radioactive, mais aussi la discrimination au mariage qui va apparaître lorsque les enfants exposés à l'accident nucléaire voudront se marier. Pour ceux et celles qui parlent, 2 appellations leur semblent appropriées. Celle donc de survivants, ici j'ai écrit en kanji, c'est celles qui sont encore en vie. Donc on voit les 3 caractères. Ou survivants, celles qui vivent. C'est ça. Elle rappelle ainsi que certains ne sont pas survivants. Et donc je me mets un petit peu en opposition par rapport à ce qu'il a dit ce matin, parce qu'en fait, pour moi, et en fait c'est un peu la ligne de ma présentation, ce choix des appellations traduit le souci de ne pas oublier les morts et de faire attention aux disparus, c'est-à-dire d'attendre les disparus. Et n'oublions pas les animaux. Alors malheureusement, je crois que je n'ai pas ma photo d'animaux. Les animaux emportés aussi, eux, par le tsunami, ou alors abattus lors de la campagne d'abattage des élevages de bœufs en mai 2011, en raison de la contamination radioactive des zones d'élevage par l'accident nucléaire. Donc on a ici un choix de terminologie proprement japonais qui prennent un sens par rapport à la fois aux disparus et par rapport aux morts. Donc je voudrais maintenant parler ici. Voilà, donc des voix. J'ai essayé d'écouter les voix des personnes qui se considèrent comme survivants. Vinadas, toujours elle, observe, je cite, que la mort est marquée par sa non-narrativité et sa rupture dans le langage. Le langage ordinaire se transforme dans le processus de narrer la mort, spécialement quand la mort est survenue
en violation des normes culturelles d'une bonne mort, c'est-à-dire une mort qui survient quand on est en âge de mourir, donc dans un certain âge. Surtout au Japon, la longévité est très grande. Alors, dans la langue japonaise, il y a deux mots, bon, comme en français pour parler, c'est hanasu. Mais ce qui est intéressant dans le japonais, c'est que la même prononciation veut aussi dire se libérer. C'est-à-dire que parler donne aussi l'image de se libérer par la parole. C'est-à-dire qu'on va mettre à distance la souffrance dont on va parler et on va s'en libérer. Il y a l'expression raconter, kataru, qui, elle, en s'écrivant avec un autre caractère, va vouloir dire mettre en forme. Donc ici, avec ces deux termes, on a une espèce de travail des personnes survivantes dans leur prise de parole. Alors par exemple, afin de tester l'état psychologique des enfants dans les zones dévastées, en juin 2011, une enquête a été faite auprès de 80 enfants pour leur demander de décrire leur expérience, de raconter ce qu'ils avaient vécu. Donc, de parler de leur expérience de tsunami. Ces enfants allaient à l'école, même s'ils habitaient en zone dévastée, ils étaient souvent dans des refuges. Et on s'aperçoit que justement, beaucoup d'enfants n'arrivent pas à parler, c'est-à-dire à mettre à distance cette expérience, leur expérience, donc à se libérer. Et en fait, la rédaction, qui est la mise à l'écrit quand même, montre que les phrases ne sont pas reliées les unes aux autres, manifeste donc cette incapacité psychologique à rendre compte de l'expérience. Et en fait, ici, on a l'impossibilité de se séparer, et c'est un phénomène qu'on va retrouver pas uniquement auprès des enfants, mais auprès des adultes aussi. Et donc, moi, c'est ce que j'ai essayé de suivre, c'est un petit peu cette tension entre ces deux formes de parole, essayer de voir comment et pourquoi il parlait et qu'est-ce qui était dit. Alors, ici, on a plusieurs lieux qui permettent de saisir cette parole. Voilà, je me trompe tout le temps. La première, bien sûr, on en a parlé ce matin aussi, c'est ce fameux PTSD, donc le syndrome post-traumatique. Alors, ici, on a, pour saisir cette parole, bien sûr, tous les lieux classiques qui sont, bien sûr, les soutiens psychologiques que pouvaient apporter les professionnels. Alors, on a, comme vous le voyez, les formes de soutien qui sont des soutiens institutionnels, qui existent, qui ont été développés dans les pays occidentaux, et qui comme l'approche en termes de traumatisme à la suite d'une catastrophe, qui a été développée, cette notion de PTSD a été développée au Japon en 1995, après un grand tremblement de terre qui a eu lieu à Kobe. Et après ce tremblement de terre, les traumatismes ont été pour la première fois considérés comme extrêmement forts et demandaient des réponses beaucoup plus élaborées que ce qui avait été mis en place auparavant. Et donc, les autorités publiques ont financé un centre de développement des recherches sur le PTSD, notamment avec un gros travail d'introduction de toutes les recherches faites aux États-Unis. Alors, depuis 1995, l'approche en termes de PTSD est développée autour de la formation professionnelle et de mise en place de structures d'accueil. Il est connu que la psychiatrie japonaise ne se pratique pas en ambulatoire. C'est surtout en hospitalisation,
éventuellement en non-hospitalisation, mais avec un souci de médicamentalisation très poussé. La destruction des hôpitaux à la suite donc, de tremblements de terre et du tsunami a rendu la pratique psychiatrique difficile, redoublée par le manque de personnel médical. En outre, subsiste une absence de familiarité de la population japonaise vis-à-vis de cette approche. Cette situation est intimement liée au rapport que la population japonaise entretient avec la psychologie ou la psychanalyse, qui sont considérées comme des sciences ou savoirs d'origine occidentale. La psychanalyse, notamment, est peu répandue comme pratique, même s'il existe une très grande société de psychanalyse. Les psychanalystes sont bien organisés depuis 1923. Les recherches sont florissantes, les traductions de Freud, Jung et Lacan sont extrêmement nombreuses, mais très tôt, les introducteurs de la psychanalyse ont souligné les particularités de la psyché japonaise et tenté de développer des concepts, ou je dirais plutôt des complexes, plus appropriés. Notamment l'idée de l'importance de la conception du monde bouddhique a incité des psychanalystes à parler de complexe d'Ajazé et non pas, donc c'est le complexe de la mère et non pas de complexe d'Oedipe, le complexe du père. Donc mon propos n'est pas de faire l'histoire de la psychanalyse parce que donc je ne suis pas spécialiste, mais de replacer mon propos dans une situation où le contexte culturel japonais joue un rôle fondamental dans le traitement des symptômes post-traumatiques et donc de la possibilité de paroles libératrices. En outre, les destructions apportées par le tremblement de terre et surtout le tsunami avaient balayé toutes les constructions pouvant accueillir les personnes en besoin de soutien. Les spécialistes, médecins et infirmiers en psychiatrie étaient eux-mêmes en besoin d'aide. Donc, certes, des spécialistes appelés de tout le Japon sont venus travailler dans les zones sinistrées, mais les enquêtes sont très nombreuses pour cerner les signes de traumatisme, de stigmatisation, d'amnésie. Chacune de ces pathologies touche en fait des personnes ayant vécu une catastrophe différente, le tsunami, l'accident de la centrale nucléaire, mais beaucoup se sont heurtés au dialecte local. En fait, dans les conditions de très grande vulnérabilité, les habitants ont retrouvé le langage quotidien qui est un dialecte extrêmement différent du japonais standard. Et donc, c'est la langue qui était la langue qui était la plus proche de ce qu'ils pouvaient exprimer comme moyen de se libérer et qui était incompréhensible par les spécialistes. C'est donc autour des moyens locaux que, donc là je vous montre, ça s'appelle care pour le cœur. En japonais c'est kokoro, c'est le cœur, care, qui n'est pas traduit, donc le care du cœur qui a été mené. Donc très tôt après la catastrophe, par exemple, des bonzes ont pris en charge la souffrance des vivants. Ils avaient organisé un café qui s'appelle Monk. Alors Monk, en anglais, veut dire bonze, mais en japonais, avec les deux caractères, ça veut dire interroger la souffrance. Et donc c'était un lieu où on avait à la fois la parole et l'écoute. Alors, les formes de traitement des symptômes psychologiques qui apparaissent à la suite des catastrophes relèvent de pratiques qui existent dans la culture japonaise. Donc, outre cette forme de réticence aux séances de psychanalyse, les Japonais sont peu enclins à ne traiter que l'individu. Le rôle des autres est important. Et donc là, on rejoint ce qui a été dit à propos de la solidarité, par exemple, à la fois qui s'exprimait dans la littérature ou peut-être aussi ce oui comme projet dans les camps. On retrouve aussi ici cette notion du rôle des autres. Et d'ailleurs, un psychiatre sri-lankais que citait Vinadas, le contexte socioculturel ne peut pas être oublié pour soigner les symptômes dans les sociétés bouddhiques. Donc, nous avons des pratiques locales avec un corps individuel qui n'est pas, comme disait Michel Foucault, ce lieu, cette utopie impitoyable, ce lieu sans recours, je suis condamné. Et donc, suivant la conception du monde bouddhique, l'individu est toujours appréhendé dans son environnement familial, social
et naturel, y compris dans les lieux institutionnels qui, n'ayant plus les spécialistes pouvant gérer les situations avec les moyens habituels, ont pratiqué les mêmes choses, donc de travail sur le care avec les groupes, travail sur les pratiques de méditation zen, travail de yoga, sur la respiration, jeu des enfants avec des animaux, etc. Donc on a une culture locale mise en œuvre pour traiter les traumatismes. Alors, ici, dans cette culture locale, ce qui était très flagrant, c'est ce souci des morts. Alors, bien sûr, on a aussi, comme vous l'avez vu, ce grand nombre de disparus qui fait qu'il y a une attente et qu'on ne veut pas penser en termes de mort. Donc, les disparus ne sont pas encore morts. Et donc, il y a tout un travail d'attente auprès dans ces lieux dévastés. Alors, le premier, donc vous voyez, j'ai souligné plusieurs phénomènes qui permettent de travailler sur ces traumatismes. Et le premier, ce sont les fantômes. Alors, on a beaucoup de témoignages qui évoquent l'apparition de fantômes, des êtres qui apparaissent perdus, incapables de retrouver leur lieu de vie. Et là, par exemple, des chauffeurs de taxi qui prennent un passager et qui, en fait, se révèlent être un fantôme. Les témoignages qui évoquent ce genre de scène montrent une grande compréhension et par exemple, ce chauffeur de taxi explique qu'en fait, ça doit être quelqu'un qui n'a pas encore reçu les rites funéraires auxquels il a droit et qui donc est à la recherche de sa famille vivante et qui donc a pris un taxi pour pouvoir aller plus vite, retrouver sa famille. Donc, il y a une acceptation sur laquelle je reviendrai qui fait que le fantôme n'est pas un être complètement qui ne va pas paraître lié à la folie du chauffeur de taxi. On a également le chamanisme. Alors, le chamanisme est très présent dans cette région du Tohoku. C'est un mélange à la fois de pratiques locales et de bouddhisme. On trouve toutes sortes de personnes, mais on trouve notamment donc, beaucoup de femmes qui a traditionnellement été des femmes aveugles, qui suivaient une formation leur permettant de développer des compétences très particulières de dialogue avec les morts. Et donc, vous voyez ici, il y en a une qui fait une consultation devant un hôtel privé, et vous avez une bande dessinée qui montre à quel point la question du chamanisme est encore très populaire au Japon. Et donc, elles sont là pour... donc, leur nombre a grandement diminué. Sauf que là, vous avez une montagne sur laquelle les chamans consultent une fois par an au moment de la fête des morts. Et vous avez une chamane qui consulte devant une assemblée plus collective. Elles sont chargées donc de mener des rituels d'apaisement de l'âme des morts, mais aussi de transmettre les volontés des morts aux vivants. Donc, en raison des destructions des lieux de vie qui ont provoqué les disparitions de la communauté et la distanciation des affiliations, le recours des chamans a été moins pratiqué, mais des cas ont été recensés dans des bourgs touchés par le tsunami, qui étaient traditionnellement très religieux et qui ont donné lieu à des rituels plus collectifs et non pas individuels. Et en fait, je vais surtout, ça va, faut que je fasse plus vite, parler des rêves. Alors ici, les rêves, on a une culture du rêve au Japon qui est très ancienne. Et d'ailleurs, on dit voir un rêve. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de rêver, on dit voir un rêve. Il y a une expression qui est aussi les yeux du rêve. Alors, ici,
voilà, vous avez une grande tradition du rêve, puisque vous avez un pavillon des rêves à Nara, où le fondateur, un homme politique du 7e siècle, est entré en rêve et a décidé, à l'issue de ce rêve, a atteint une sorte d'éveil, de créer une constitution bouddhique du Japon. Donc c'est un pavillon qui est magnifique et qui marque cette ancienne tradition, enfin ce début de la tradition des rêves qui est extrêmement vive. Vous avez bien sûr donc le No, là je ne vais pas avoir le temps, mais le No c'est également une histoire qui démarre quand un bonze est en sommeil, et il va être visité par un mort de mort violente, qui va, à travers le rêve du bonze, expliquer les raisons de sa mort, et que le bonze va aider à s'apaiser, et à l'issue du rêve, le bonze, l'âme en colère va pouvoir accepter sa mort. Dans le cas, donc là, nous avons des gros travaux sur le... Alors, pour le cas de Fukushima, on a la pratique bouddhique qui est de posséder un autel dans sa propre maison, devant lequel on va déposer des offrandes classiques, donc un bol de riz, ou alors, par exemple, quand c'est un enfant qui est décédé, on va déposer une pluche ou un objet que l'enfant aimait. Mais lors de la survenue du tsunami, le deuil est plus compliqué, puisque les objets ont été dispersés ou enfouis sous des décombres. Donc, la recherche des objets ayant appartenu aux personnes disparues a formé les prémices du travail de deuil qui, malgré la difficulté de la tâche, a semblé d'autant plus essentiel que le corps des personnes disparues n'avait pas été immédiatement retrouvé. Donc tout objet le plus ordinaire retrouvé est considéré comme le premier signe de la réappropriation du lien avec les proches. Et donc, ici, c'est ce que Vinadas appelle une descente dans l'ordinaire, c'est-à-dire une mutuelle absorption du violent et de l'ordinaire. Et donc, par exemple, on a un homme qui redécouvre un livre que lisait sa femme, un autre qui porte son attention sur les tasses utilisées au quotidiennement avant le tsunami. Ainsi, les objets deviennent des supports d'un dialogue qui s'engage avec les morts ou avec les disparus. Et donc, ce dialogue prend la forme de rêve. Et le rêve, c'est un rêve, à la différence de ce qu'on a dans le No, c'est un rêve extrêmement paisible, où c'est le mort qui va venir apaiser le vivant en lui disant de continuer à vivre. Et ce qui est... donc, nous avons plusieurs formes de rêves, mais par exemple, les enfants qui visitent le parent vivant va, selon les personnes, va avoir grandi. C'est-à-dire que dans le rêve, l'enfant va avoir un costume d'écolier alors qu'il était petit bébé quand il a disparu, ou alors il va rester tel qu'il était au moment de sa disparition. Donc on a un dialogue qui s'engage, qui est que les Japonais refusent d'analyser en termes d'interprétation symbolique des rêves, qui est vraiment un lieu d'échange qui va permettre à la personne survivante de dialoguer, même si l'apaisement ne sera pas pour tout de suite. Alors, bien sûr, malheureusement. Donc, il y avait juste une photo qui n'apparaît pas malheureusement ici, avant de conclure. La photo, c'était deux monuments commémoratifs. Un, c'est un monument dédié qui existait depuis très longtemps dans une région de tsunami où les personnes avaient... C'était un port de pêche. Et donc, il y a très souvent des
morts en mer, des pêcheurs morts en mer. Et donc, ce sont des rituels collectifs qui permettent aux survivants d'être apaisés. C'est-à-dire qu'en fait, dans la culture locale, le tsunami est un phénomène qui est naturel, qui est un petit peu considéré comme si c'était reprendre ce qu'on a donné aux hommes dans un échange, c'est-à-dire que la mer apporte la nourriture aux hommes et quelquefois la mer reprend des hommes en échange. Donc c'est un échange et que donc c'est un lieu où les rituels sont des rituels collectifs, la communauté se sentant portée par cet échange avec la mer. Et le deuxième monument, c'était un monument extrêmement important, qui est un monument qui a été installé dans la zone de contamination et qui est un monument dédié aux bœufs qui ont été tués à la fois par la radioactivité, par le tsunami, et qui est un monument qui est destiné à la fois montrer que l'homme n'est pas le seul être à être concerné par les tsunamis, par l'accident nucléaire, mais qui était aussi, il y a aussi les animaux et qui sont là aussi dans un échange de vie. Donc, circulation de vie, et qui vont rester dans ce monument, dans ce lieu contaminé, les gardiens de la mémoire du lieu, de la communauté. Donc, juste pour finir à propos du pays natal, ce que je voulais dire, donc ça va être très bref, c'est que le pays natal a toujours été ce qu'on a, par exemple, en Heimat, ou en français un peu moins, l'idée d'un lieu auquel se rattachent les gens dans une longue histoire et dont on a la nostalgie. Ici, toutes ces pratiques qui sont faites pour faire circuler cette parole, qui va être une sorte de lieu qui va permettre de construire une vie après. En fait, on a ici le dialecte, le lien avec les animaux, la communauté. On a une activité qui est, comme on a vu pour la communauté, qui est une espèce de espoir pour reconstruire sous des formes nouvelles et aussi politiques une communauté qui va s'ancrer dans un lieu, même si c'est un lieu dévasté. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup Anne pour cette incursion en terre japonaise, même si c'est et surtout en terre japonaise contaminée, et pour ce regard sur le survivant et le vivant. Je vais maintenant passer la parole et la conclusion en fait du colloque à Estelle Ferrarez. Estelle est philosophe, donc on revient en philosophie après avoir démarré en philosophie à l'université de Picardie Jules Verne. Elle est également directrice adjointe de l'Institut du genre et elle coordonne le groupe de recherche international qui est à la source donc, de l'idée de la journée d'aujourd'hui qui est intitulée Forme de vie. Elle travaille notamment sur Adorno et elle a publié une de ses publications la plus récente est La fragilité du souci des autres, qui est paru chez ENS Éditions en 2018. Sa communication d'aujourd'hui, qui je pense va reprendre pas mal des éléments qu'on a pu aborder, s'appelle Repenser la vulnérabilité. Et puis après, il nous restera une vingtaine de minutes pour la discussion et les conclusions. Estelle, à ton tour. Donc, merci. Ce que je vais tenter de vous présenter, c'est la manière dont, en partant ou en utilisant l'idée de forme de vie, eh bien, on peut tenter de tenir ensemble eh bien, à la fois ce qu'est la vulnérabilité comprise comme une vulnérabilité physique, donc la vulnérable exposition donc à toute une série de maux liés à la fragilité de notre corps, c'est-à-dire le fait que notre corps peut être détruit, peut être mutilé, peut être torturé. Donc d'autres choses qui sont en jeu en même temps. C'est-à-dire que l'idée, c'est penser ce qui est détruit, mutilé, abîmé, en même temps que le corps,
dans des situations qui sont des situations donc de génocide, de grande violence, de catastrophe. Voilà, et donc tout ça, j'essaye de le saisir donc, avec l'idée donc, de forme de vie, donc qui suppose non pas simplement la vie, mais la manière dont le vécu et le vivant, pour reprendre ce que j'ai dit en début de journée, tiennent ensemble. Alors, je vais d'abord commencer par vous proposer un tout petit élément de définition de la vulnérabilité, voilà, tel que je l'utilise, et ensuite donc tenter de le tisser donc avec l'idée de forme de vie. Et ce que j'essaye de faire en fait ici, aujourd'hui, c'est de tenir ensemble une réflexion, donc j'allais dire sur la vie d'avant, c'est-à-dire en fait la condition de vulnérabilité, le fait d'être exposé à certaines choses, et la vie d'après, c'est-à-dire en fait ce qui va être réparé. Et d'une certaine manière, ce qui doit être réparé nous donne une idée de ce qui est fragile, de ce qui est exposé. Et en même temps qu'un corps qui, encore une fois, peut être mutilé, détruit, etc., etc. Alors, mon point de départ, donc, on va y revenir dessus, mais c'est important que je le pose, même si a priori ça va vous sembler un peu abstrait au départ, c'est que je vais définir la vulnérabilité comme le fait d'être à la merci, de vivre à la merci. Et je m'arrête là, donc je ne précise pas ce que j'entends par là, mais donc c'est le fait d'avoir sa vie, sa survie, son intégrité corporelle, son intégrité psychique, peut-être sa vie en tant qu'on la considère comme une vie bonne, donc à la merci de l'action ou de l'inaction d'autres avec lesquels nous vivons. Donc ce qui est important ici, c'est vraiment le fait de définir donc, la vulnérabilité comme quelque chose qui se concrétise, se sédimente face à une puissance d'agir qui appartient à quelqu'un d'autre. Hein, donc quelqu'un, je personnalise, hein, je dis quelqu'un, mais ça peut être évidemment une institution, un groupe, un État, enfin bon, voilà. Mais l'idée, c'est qu'il y a, dès lors qu'on parle de vulnérabilité, une distribution donc de la puissance d'agir, de l'activité. Ça va renvoyer un petit peu au débat qu'on a eu ce matin autour de la question donc, de la victime, hein, que Alison Cole a mentionné, c'est-à-dire en fait une des raisons pour laquelle il y a un stigmate qui s'attache à l'idée de victime, c'est que se pose la question donc de la puissance d'agir de celui qui a subi. Pourquoi ? Parce que quand on est dans une situation de vulnérabilité, ce vers quoi en fait le regard se porte, c'est vers la capacité d'agir de celui qui donc peut perpétrer un crime, etc. Donc avec l'idée que peut-être on met en doute la capacité d'agir de celui qui subit. Mais bon, là c'est simplement plutôt une façon donc de redéfinir, ce qui m'intéresse ici, la vulnérabilité comme ce qui va se passer, comme ce qui se situe entre des personnes, ou entre une personne et une institution. Donc une vulnérabilité, ça n'est pas quelque chose qui serait en une personne, ce n'est pas la qualité d'une personne, hein, que cette qualité soit héritée, qu'elle soit biologique ou qu'elle soit quoi que ce soit, c'est absolument pas ce que je veux dire. Pour moi, donc, la vulnérabilité ne s'entend d'une part qu'en situation, et donc est quelque chose qui va émerger de ce entre. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas en train de faire de renvoyer simplement à une sorte de dyade, hein, d'un jeu qu'il y aurait entre simplement une victime à venir et puis son bourreau qui est sur le point de lui couper la tête. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que cette scène, elle mobilise beaucoup d'autres choses et que beaucoup d'autres choses sont menacées. Et ce que nous permet de penser, je pense, l'idée donc de forme de vie. Alors, quelque chose qui frappe quand on pense la vulnérabilité, si vous regardez un petit peu la production abondante de l'idée, autour de l'idée qu'on a aujourd'hui en philosophie, c'est que de toute façon, de manière générale, quand on parle de vulnérabilité, y compris quand on a l'air d'en parler de manière très physique, hein, on parle du corps, en réalité, il y a toujours derrière un certain nombre de translations. Il y a une sorte de transitivité qui est postulée, hein, entre une certaine vulnérabilité physique, une vulnérabilité psychique, et ça, c'est apparu dans un certain nombre de communications aujourd'hui. C'est vraiment la chose qui, en fait, intéresse beaucoup, c'est-à-dire la façon dont, en violant, en torturant, bien, je vais aussi détruire la psyché de la personne, hein, ce qui est visé, parfois, y compris explicitement, c'est la psyché. Avant même que ce soit le corps. Donc il y a une transitivité de la vulnérabilité
physique et de la vulnérabilité psychique. Mais j'allais dire, ça c'est relativement évident, c'est quelque chose qu'on trouve dans les grammaires contemporaines, enfin banales, mais c'est aussi un certain nombre d'autres choses qui sont en jeu et qui sont là peut-être un petit peu plus difficiles à percevoir. Alors vous avez des propositions que je vais simplement ici évoquer rapidement, mais pour que vous voyez un petit peu ce qui est en jeu. L'idée, c'est que en même temps qu'un corps, eh bien, c'est des choses qui sont beaucoup plus symboliques, beaucoup plus collectives, qui sont visées. Vous avez une philosophe italienne qui travaille donc, sur ce qu'elle appelle l'aurorisme. Là, je fais un affreux barbarisme en français, je ne sais pas comment traduire, je pense que ça n'existe même pas non plus en anglais, mais donc c'est quelqu'un qui s'appelle Adriana Cavarero, donc qui est italienne, mais qui aujourd'hui est... Cavarero, c'est Cavarero, et qui donc a travaillé sur, qui est philosophe et qui travaille sur les attentats suicides. Donc qui tente de penser notre temps par le prisme des attentats suicides, et notamment, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la question du genre, le fait qu'un certain nombre d'attentats suicides étaient commis par des femmes, ce qui nous apparaît comme l'abomination absolue, c'est en tout cas sa thèse. Et l'idée dont elle va soutenir, par exemple, c'est que détruire des corps, c'est autant porter atteinte à leur unicité que en les défigurant, parce que là, il ne s'agit pas seulement de détruire dans le cas d'un suicide, c'est vraiment se faire sauter en faisant un maximum en détruisant même l'apparence du corps, il ne reste plus rien, il y a des petits bouts, et donc en portant, en détruisant l'image du corps, c'est véritablement beaucoup plus que ça qui est touché. C'est nous dire la condition humaine en général. Donc vous voyez, il y a en fait toujours des translations, des transitivités qui ont lieu. C'est-à-dire que ce qui est touché, que ce soit volontairement ou pas, c'est toujours plus qu'un corps. Elle va nous dire ce qui est en jeu n'est pas la fin d'une vie humaine, mais la condition humaine elle-même, telle qu'elle s'incarne dans la singularité des corps vulnérables. Vous allez avoir aussi d'autres façons de penser la vulnérabilité, ce qui est en jeu avec une grande violence, et qui a été pensé, exploré par Vinadas. Donc c'est quelqu'un que j'ai déjà cité ce matin, qui a été également cité par Anne. Donc c'est quelqu'un qui tente de montrer comment est-ce que les situations de grande violence sont aussi des moments de perte de contexte. C'est-à-dire que ce que vous perdez, c'est une certaine possibilité de vous relater de manière non problématique au contexte dans lequel vous vivez. Et d'un coup, votre contexte va devenir étrange, problématique. C'est-à-dire qu'il y a là, si vous voulez, une rupture dans la vie ordinaire, le concept est apparu à plusieurs reprises, qui est inhérent à cette vulnérabilité de la vie qui est en même temps donc une vulnérabilité de notre forme de vie. C'est-à-dire que pas seulement notre existence qui est en jeu, mais c'est d'autres choses qui sont perdues ou qui sont menacées en même temps que notre corps. Et je pourrais multiplier les exemples, mais je voudrais me concentrer un moment sur le cas de Vinadas, ce qu'elle nous dit, parce que c'est quelque chose qui me semble, c'est des travaux assez intéressants, qui malheureusement ne sont pas traduits en français, pour ceux qui seraient intéressés, mais qui en fait se focalisent sur le travail de réparation. C'est pour ça que j'ai commencé un petit peu par là, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas penser séparément l'avant de l'après, et qu'est-ce qui est réparé, qu'est-ce qui peut l'être, et qu'est-ce qui se passe, qui fait ce travail de réparation, comment. Et bon, il y a beaucoup de réponses, mais il y en a un que je voudrais vous raconter, parce que c'est assez frappant. Donc en fait, elle a fait elle a mené ses travaux sur les violences qui ont suivi la partition indienne dans plusieurs étapes de grandes violences, et notamment de violences contre les femmes, qui ont lieu au moment donc, de l'indépendance indienne, et ensuite plus tard donc au moment de la partition avec le Pakistan. Et en fait, ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que donc vous avez eu non seulement des viols
donc de masse, hein, qui ont été perpétrés donc, par les deux communautés hindoues et musulmanes sur les femmes des autres, et aussi qui ont été accompagnés donc d'enlèvements. C'est-à-dire que des centaines de milliers de femmes, on est vraiment en train de parler de phénomène, de quelque chose qui est au cœur de l'identité indienne aujourd'hui, hein, et pakistanaise aussi, mais ça je ne sais pas parce que là il n'en parle pas, mais j'imagine que c'est dans les deux cas. Donc en fait il y a des centaines de milliers de femmes qui ont été enlevées, souvent pendant plusieurs années, et donc une partie de la réconciliation entre entre guillemets, entre les États a consisté donc à se rendre leur mutuelle au bout de quelques années. Années durant lesquelles ces femmes avaient avaient souvent eu des enfants de ceux qui étaient dans un premier temps leurs violeurs, mais avec lesquels peut-être elles avaient commencé à développer des relations d'ordre familial, avaient construit des choses, il y avait des enfants. Donc, ce qui a posé toute une série de problèmes sur qu'est-ce qu'on fait des enfants. Voilà. Et donc, en fait, ça c'est son terrain. Et donc, elle se demande, voilà, là, on a une sorte de, j'allais dire, de double violence, hein, c'est vraiment la violence voilà, contre les corps du début, et puis ensuite, cette violence des États qui se rééchangent leurs femmes en disant, bon, c'est bon, maintenant, voilà, je te rends 4, tu me rends 5, celle elle vaut plus, enfin, bon. On parlait tout à l'heure de comptabilité, mais enfin, ce que décrit Vinadas, c'est un petit peu comme ça. Il y avait aussi des calculs sur les castes. Bref. Donc là, en fait, une des choses qu'elle montre, c'est comment est-ce que ces femmes, une fois rendues donc, à leur ancienne famille et aux enfants qu'elles ont eu de leur premier lit, souvent ayant dû donc abandonner ceux qu'elles ont eu du deuxième lit, vont développer, selon elle, c'est comme ça qu'elle interprète, donc toute une pratique, de réparation de leur vie ordinaire. C'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à la vie ordinaire une première fois, une deuxième fois, et en fait, elles réparent cette vie ordinaire, et donc d'une manière qui peut nous sembler paradoxale, mais c'est en fait, elle va dire que cette façon qu'elles ont de faire cela, qu'elle va définir comme un travail de care. On a déjà fait allusion au concept à plusieurs reprises, hein, c'est-à-dire le fait de faire attention, de prendre soin d'eux. Donc elle l'analyse comme un travail de care qui est fait par ces femmes qui ont subi des grandes violences, de care de leurs enfants, de leur famille. C'est-à-dire en fait, il s'agit de réparer la vie ordinaire de ces familles. Et donc c'est en quelque sorte par amour, par attention, par souci de ce milieu dans lequel elles sont revenues, qu'elles vont réparer. Et réparer, notamment, ça signifie, nous dit Vinadas, avaler un savoir empoisonné. Donc, réparer, c'est comme ça qu'elle va interpréter le fait de se taire sur un certain nombre de choses qu'elles ont vécues, de se taire quant à certaines revendications qu'elles pourraient avoir, notamment par rapport au fait que finalement, elles ne voulaient peut-être pas revenir dans leur première famille, notamment parce qu'elles y reviennent avec un stigmate, ce sont des femmes qui sont impures, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est que tout ça, ça va être pris dans un silence qui, donc, ne va pas être interprété par Vinadas, c'est ça qui est intéressant, comme un traumatisme, enfin, le signe d'un traumatisme, c'est-à-dire justement, traumatisme, je ne peux même pas en parler, mais au contraire, comme quelque chose qui est un travail de réparation de la vie ordinaire. Donc, pour l'interpréter d'une autre manière, il me semble que ce qu'elle tente de montrer, c'est que donc, la vie d'après suppose de multiples formes de réparation. Et là, elle nous parle ici de la réparation de la vie morale. Alors, il me semble que c'est quelque chose que peut-être on a entendu tout à l'heure d'une autre manière comme un enjeu dans la communication de Frédéric Leichterfeld, c'est-à-dire en fait l'idée, donc peut-être c'est ça qui est en jeu, par opposition à ces moments où il y a une sorte de morale extraordinaire, enfin de vie morale dans des conditions extraordinaires, il s'agit de revenir, en fait de réinstituer une vie morale ordinaire, à même les gestes quotidiens, mais donc vie morale, qui passe par le fait de recommencer du care, y compris de manière, on va dire, paradoxale. Donc une des multiples manières qu'on peut avoir de penser cette réparation. Il me semble qu'on a entendu aujourd'hui d'autres œuvres de réparation. Donc, à chaque fois, encore une fois, si je les énonce, c'est aussi pour vous dire donc qu'est-ce qui est menacé dans la vulnérabilité. C'est donc la vie d'après,
nous donne aussi à voir ce qu'est la vie d'avant, au sens où on nous donne à voir ce qui est menacé. Donc ce qui est menacé, c'est la vie ordinaire, en même temps qu'un corps. C'est, je l'ai dit, bon, c'est des psychés, mais bon, ça appartient un peu à la vulgate, je ne vais pas trop insister là-dessus. C'est bon, c'est ce qu'a montré Alexandre Géffen dans la littérature, c'est-à-dire c'est réparer des relations sociales. C'est réparer, alors j'allais dire la vie, un petit peu ce que Anne Gonon disait, c'est-à-dire c'est réparer le grain de la vie quotidienne, là vraiment dans sa matérialité. Hein. Au début, tu parlais du fait de se nourrir, enfin bon, des gestes extrêmement banals, mais c'est réparer ça aussi, c'est réparer l'extrême banalité de ma journée, en fait, la reconstruire de manière à ce que le monde qui m'entoure ne me soit plus étrange, hein, ne me soit plus étranger. C'est donc de manière générale donc réparer la vie ordinaire, la vie ordinaire qui constitue une forme de vie. Mais peut-être, et c'est là où il faudrait mettre un bémol, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de réparer tout de la vie ordinaire, c'est-à-dire tout ce qui constituait la vie d'avant, enfin là compris en un sens social, hein, et ça c'est peut-être ce que Martin Schuster nous a dit ce matin, précisément dans la mesure où, en insistant sur l'idée alors je sais pas comment c'est, de génocidaire par opposition à génocide, enfin génocidal, l'idée de génocidal permet de renvoyer donc à toute une forme de normalité, hein, qui s'étend sur une très longue période et qui va finalement aboutir sur le génocide. Donc en fait, en même temps, restaurer, ça veut peut-être dire parfois, ce qui peut être dangereux, en fait, les conditions donc, qui ont précédé le génocide. Donc réparer la vie ordinaire, oui, encore faudrait-il parfois ne pas forcément réparer absolument tout ce qui a été perdu. Voilà, donc ça c'est quelques éléments. On pourrait continuer à énoncer des choses. Il me semble, je me souviens plus car je suis partie, donc je sais pas quand je vais finir. 10 minutes. Ouais. Ok. Donc en fait, il me semble que quelque chose qui est important de penser, hein, ce que j'avais commencé là-dessus, c'est ce qu'on répare avec une forme de vie, c'est donc un certain nombre de choses qui allaient de soi. C'est aussi donc réparer ce qu'il y avait entre, c'est-à-dire entre nous. Alors on a parlé de relations, c'est-à-dire qu'effectivement il y a tout cet enjeu autour qui était posé par une question, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour recommencer à vivre, alors là pas forcément dans le cas de Vinadas où ça peut passer comme ça, mais pour recommencer à vivre dans la même ville que mes bourreaux, comment est-ce que je fais pour me comporter comme un bon citoyen qui me demande, et donc de faire ce que la loi me demande, ce qui signifie en fait prendre soin du bourreau de ma famille. Donc voilà, c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire ce entre, hein, voilà, qu'est-ce qui est en jeu. Mais j'allais dire, il y a dans ce entre, il ne faut pas seulement penser à donc des relations au sens de quelque chose qui serait plus ou moins nourri, actif, hein, mais il faut aussi penser à des choses qui sont pas forcément dites, qui sont là, qui structurent les relations. Et là, il y a un concept un petit peu compliqué sur lequel je vais passer assez vite, mais qui me semble importante et qui se constitue, qui tisse l'arrière-plan, je pense, enfin, qui sont sédimentés dans la forme de vie. Hein. C'est un concept que j'appellerais celui des attentes normatives. Les attentes normatives, ça renvoie à toute une série d'attentes que nous avons vis-à-vis d'autrui, sans savoir que ce sont des attentes. Vous et moi, tout le monde ici, avons des attentes qui portent sur ce qui nous est dû. Et ces attentes, encore une fois, elles ne sont pas forcément explicites, elles sont même la plupart du temps inconscientes, et en fait on ne s'en rend compte que lorsqu'elles ne sont pas tenues. C'est un exemple très bête, mais en fait quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous vous attendez, c'est-à-dire non pas au sens où vous auriez une attente, où vous feriez une revendication, je veux absolument que, mais vous y attendez. En fait, vous vous attendez plutôt à ce qu'il ne sorte pas un sabre pour vous décapiter. C'est quelque chose, donc il y a à la fois une attente d'ordre moral, voilà, c'est-à-dire vous l'exigez d'autrui, mais c'est ce que vous considérez comme normal, ça va de soi.
C'est le double sens du mot attente, hein. C'est-à-dire que je le considère comme plus ou moins probable. En fait, là, vous allez sortir et vous considérez comme plus ou moins probable, vous ne le savez pas, mais qu'en fait, on ne va pas vous couper la tête. Voilà. Et en même temps, donc c'est quelque chose qui est pas seulement une attente au sens d'un calcul de probabilité, j'ai plutôt 99% de chances de ne pas être décapité, mais c'est aussi quelque chose qui est une attente au sens de quelque chose que j'exige. Okay, donc ça, c'est ce qui se tient dans l'idée d'attente normative, qui a été notamment développée par une école, j'ai vraiment pas le temps de développer, mais qui est l'école de Francfort, hein, qui a beaucoup pensé de tas de manières différentes autour de cette idée d'attente normative. Et ce qui est important ici, je crois, c'est donc de voir que dans ce qui est entre nous, eh bien, ce sont des attentes normatives qui fonctionnent, j'allais dire, un petit peu comme des institutions. C'est-à-dire que ce n'est pas des phénomènes psychiques, c'est pas moi et moi, l'idée que j'ai de moi-même, ça, c'est vraiment pas le penser comme quelque chose qui ne regarderait comme moi-même ou mes représentations dans un sens large, hein, mais qui c'est vraiment quelque chose qui est coulé dans les relations que nous avons tous les uns avec les autres, qui nous instituent en tant que sujet dans une société, hein, et qui font qui ne sont pas seulement qu'un contexte, qu'une coloration dans la manière que nous avons de nous relater à l'autrui, mais véritablement qui rendent possible cette relation autrui. Eh bien, ces attentes, c'est aussi quelque chose qui est menacé, qui est à reconstruire, à rebâtir en même temps qu'une forme de vie, précisément parce qu'elles ont été délibérément, violemment et de manière extrême niées dans l'expérience de la grande violence. Voilà, alors je crois que j'ai plus trop de temps. Il y a une dernière chose que peut-être je voudrais éclairer, c'est pas forcément complètement articulé, mais c'est plutôt des propositions de réflexion. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que ce qui est en jeu, donc ce qui est vulnérable et ce qui donc doit être réparé, eh bien c'est un ensemble de possibles. Et là, je vais me référer à un autre philosophe qu'on aurait pu peut-être croiser et dont peut-être vous avez déjà entendu parler ici au Mémorial, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé les camps de concentration, et c'est Giorgio Agamben. Agamben, donc un philosophe italien, qui a réfléchi à ce qu'était, donc lui, ce qu'il va appeler la vie nue, par opposition donc à des vies que nous menons, on va dire, dans des formes de vie qui sont non abîmées, non mutilées. Voilà. Et donc là, pour lui, c'est assez simple. L'archétype de la vie nue, c'est les vies qui sont menées, ou qui survivent, ou qui s'étiolent dans des camps de concentration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des vies qui sont toujours dans la menace de l'extermination. Ce sont des vies qui sont, nous dit-il, rivées donc au biologique finalement. C'est-à-dire que ce sont des vies qui sont liées simplement à la question de leur persistance et qui sont en permanence donc menées, j'allais dire, la pointe de l'épée, là pour le coup. C'est-à-dire que ce sont des vies qui peuvent être détruites à tout instant et qui sont laissées à la merci du tortionnaire, du gardien, etc., etc. Et cette idée de vie nue, donc de vulnérabilité extrême, eh bien, se distingue, selon lui, donc d'une forme de vie au sens plein, hein, c'est-à-dire d'une vie qui est à la fois, j'allais dire, du vécu et du vivant, hein, qui ne se limite pas à du vivant comme ça peut être dans ce qu'il appelle donc la vie nue. Eh bien, ce qui différencie les deux, c'est le fait qu'il y ait une pluralité de possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un tout petit nombre de possibles, mais une pluralité de possibles. Et donc une vie réparer une forme de vie dans la vie d'après, c'est donc réparer la multiplicité des possibles, rendre donc possible des multiples trajectoires, des multiples éventuellement identités. C'est pas un mot qu'il privilégierait, mais c'est pour essayer d'expliquer un peu ce dont il parle. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas arrivé à un seul destin, à une seule nécessité, mais donc votre vie est toujours à déterminer, toujours possiblement déterminable. Et donc voilà encore
quelque chose qui s'impose dès lors qu'il s'agit de penser donc, la vie d'après. La vie d'après, c'est renouer donc, avec une multitude de possibles. Voilà, je vais m'arrêter là sur ces remarques un petit peu éparses. Merci beaucoup Anne Gonon et Estelle Ferraret. Je vous propose d'ouvrir la discussion si vous n'êtes pas complètement épuisés et d'ouvrir la multiplicité des possibles ensemble. Merci beaucoup, merci à toutes les deux pour ces deux communications passionnantes. J'ai une question, encore une fois, pour l'une et pour l'autre, avec un point commun. Pour Anne, en fait, je m'interrogeais sur... C'est une double question. D'abord sur le lien mémoriel entre la première catastrophe nucléaire japonaise, c'est-à-dire Hiroshima, et cette seconde. Comment ça s'est négocié, en fait, dans la gestion du traumatisme, qu'est-ce qui a ressurgi entre les deux. Et en particulier, je m'interrogeais sur le rôle de la crainte, la stigmatisation liée à la contamination. Et ça rejoint en fait l'autre question que je voulais aussi poser à Estelle, puisque le point commun entre les deux, c'est la question de l'accueil des survivants par les non impactés. Et on retrouve aussi cette question de la contamination, de la stigmatisation, ces femmes violées qui sont pas les bienvenues, enfin, il y a toutes sortes de manières de le dire, mais qui peuvent pas réintégrer une vie ordinaire parce qu'on les en empêche, en leur rappelant constamment à leurs conditions de paria d'une certaine manière. Merci. Alors, c'est assez compliqué parce qu'en fait, bon, il y a deux aspects. Le premier, c'est que dans le cas de Hiroshima, le discours officiel japonais, c'est pour le coup un discours de victimisation. C'est-à-dire que, alors que bon, la situation historique faisait que le Japon refusait de capituler et donc la bombe aurait été lancée sur les deux villes, Hiroshima et Nagasaki, pour stopper la guerre. Le Japon a développé autour de ces deux bombardements uniquement la version de victime. C'est-à-dire qu'en fait, le Japon a été victime de la politique américaine. Donc, il y a une vision partielle de cette histoire. Donc, dans le cas de Fukushima, on a une histoire qui est une catastrophe, bon, officielle, plutôt centrée sur donc une version qui centre plutôt la catastrophe sur le tsunami et le tremblement de terre, donc une catastrophe naturelle, plutôt naturelle, même si effectivement l'aménagement du territoire japonais a quand même été à l'origine de l'ampleur du tsunami. Et l'aspect catastrophe nucléaire est en fait une espèce d'enjeu qui permet au gouvernement japonais de dire nous avons la maîtrise de la catastrophe, même si effectivement au niveau technique dans la centrale rien n'est maîtrisé, mais au niveau de la décontamination on a tout un discours qui montre que finalement une catastrophe nucléaire de ce type peut être contrôlée. En ce qui concerne la stigmatisation, dans le cas de Hiroshima, on avait une situation qui était assez peu connue parce qu'il y a eu un blackout sur la restauration donc la reconstruction de Hiroshima. Dans ce processus, tout ce qui était victime elles-mêmes ont été placées sous contrôle à la fois du gouvernement américain qui à l'époque occupait le Japon et le gouvernement japonais parce que justement il y avait énormément de tests qui devaient être faits puisqu'ils n'avaient pas prévu l'ampleur de ces symptômes et de ces dégradations au niveau physique.
également psychologiques. Et donc, en fait, l'ampleur des dégâts sur les individus a été révélée assez tardivement. Et la discrimination que les habitants de Hiroshima et de Nagasaki ont subie n'a été révélée que très très tardivement. En revanche, là, la mémoire a circulé, notamment tous les travaux qui avaient été faits à Hiroshima sur justement ces discriminations vis-à-vis des femmes et également vis-à-vis des hommes nés au moment de ces bombardements. Les chercheurs ont communiqué à Fukushima les risques de cette stigmatisation, et donc en fait il y avait toujours les mêmes risques, mais une prise de conscience extrêmement rapide des victimes de Fukushima sur tous ces risques qu'elles risquaient de rencontrer. Et donc, il y a eu la mobilisation par exemple, de groupes d'habitants de Fukushima pour essayer de lutter contre ces discriminations. Donc, il y a eu une mobilisation beaucoup plus rapide du fait que les mouvements qui existaient à Hiroshima ont transmis cette connaissance des risques, notamment du rejet des femmes dans les départements touchés. Donc on a deux choses. On a un discours officiel au niveau de ce qu'est la catastrophe nucléaire et qui est différencié des bombardements atomiques, et par contre un même processus de stigmatisation, mais avec une conscience beaucoup plus développée du fait de la circulation des informations entre notamment à partir de chercheurs qui ont travaillé sur ces questions à Hiroshima. Je ne sais pas si... Oui, enfin, je suis assez d'accord, effectivement. Enfin, je ne suis pas sûre qu'il y avait une question, mais oui, il y a clairement l'idée d'une contamination. Ce que je trouve, c'est que cela rend bien compte, justement, l'idée d'un savoir empoisonné, auquel Binadas parle souvent. C'est-à-dire que clairement, il y a un produit toxique qui est absorbé. Donc il y a cette image, mais qui est plus qu'une image, oui, de la contamination d'une réalité toxique qui est passée, qui est une certaine réalisation du mal qui est passée dans les corps, qu'il s'agit de neutraliser, mais qui souille le corps, qu'il est pourtant en a été victime. Oui, on est d'accord, contamination, c'est un très bon mot pour rendre compte de ce qui est en jeu là. Alors, j'ai deux questions qui vous avez commencé à y répondre. Pour madame, la première, c'est... je les ai écrites, hein, attendez. Ah oui, avez-vous des précisions exactes, des chiffres exacts, des nombres de cancers développés et des impacts corporels par rapport aux radiations à Fukushima et dans la région, voire dans le monde? Et s'il fait un lien avec vous, pour madame, donc du coup, dans ce contexte dans lequel nous vivons, trouvez-vous aujourd'hui que nous, êtres humains, vivons dans une vie normale? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans l'après tous, et bien loin de ce que dit les fondamentaux, comme Jean-Jacques Rousseau, à savoir que la liberté est un bien inaliénable? Alors, en ce qui concerne les cancers, enfin le développement de symptômes qui ont fait suite aux radiations, c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres, parce que de toute façon, le gouvernement japonais a un discours officiel pour dire, voilà, de toute façon, nous suivons les enfants qui sont censés être les corps les plus juste fragiles à ces radiations. Alors,
D'après l'expérience donc de Tchernobyl, les spécialistes disent que les cancers, notamment les cancers de la thyroïde, se sont développés à Tchernobyl dans les 5-6 ans après la catastrophe. Donc les familles des enfants qui étaient à Fukushima ont, dès le début, été très sensibles à ce que, et ont réclamé que le gouvernement mette en place des examens permettant de suivre et d'éviter, enfin en tout cas de pouvoir détecter très rapidement toute transformation du corps et tout développement du nodule, notamment dans la thyroïde. Alors, ça a été fait pour la population de Fukushima, mais pas pour les départements limitrophes. Donc, ça a été ciblé sur Fukushima. On détecte des cas de cancer. Alors, je n'ai plus les chiffres exacts, mais en fait, d'après les chiffres officiels, c'est vraiment minime. Alors, c'est-à-dire, bon, c'est quand même énorme parce que ça, des enfants dont la vie va être condamnée à subir des examens continus, à être protégés, comme ça a été le cas à Hiroshima. Les gens qui ont été irradiés à Hiroshima à partir du moment où le gouvernement a accepté de reconnaître la responsabilité, les gens ont été suivis toute leur vie. Donc là, les enfants sont suivis. Mais il y a donc ce problème de difficulté à connaître effectivement les chiffres exacts, d'autant que un discours venant d'une partie des spécialistes dit que au fond, il n'y a pas plus de cancer dans ces régions qu'ailleurs. Simplement, comme on suit ces enfants, on va les détecter. Alors que dans les autres départements, on n'a pas de suivi, donc on n'a pas d'idée de pourcentage d'enfants qui pourraient être atteints d'un cancer de la thyroïde. Le deuxième problème, c'est que on s'est vraiment focalisé sur ces questions de cancer de la thyroïde, alors que d'autres spécialistes affirment qu'il y a énormément de symptômes autres qu'il faudrait arriver à détecter, et là il n'y a pas de suivi. Donc il est très très difficile d'arriver à faire reconnaître que tel problème de santé est lié à l'irradiation au moment de Fukushima. Donc on a une espèce de chape de plomb sur cette situation. Les associations essayent de faire un travail de suivi, mais on aura beaucoup moins d'informations que ce qu'on a pu avoir pour Tchernobyl, parce que le gouvernement ne souhaite pas publier les chiffres, ou alors uniquement ces cancers de la thyroïde qui ne sont qu'un des symptômes du dérèglement des corps à la suite des radiations. Alors, pour la vie normale, Bon, c'est une question compliquée, notamment parce que, en fait, de quelle société parle-t-on? Vous parlez de l'Occident, vous parlez... énoncer un diagnostic comme ça, je pourrais pas, il faudrait évidemment voir cas par cas, mais ce qui est important dans l'idée de vie normale, alors, moi, j'emploie plutôt le mot ordinaire, ce qui est pas tout à fait pareil. Maintenant, quant à ce qui est normal, mais je pense qu'on trouvera le même type d'ambiguïté dans l'idée de vie ordinaire, malgré tout, c'est simplement ce qui n'est pas vécu comme une rupture insurmontable, mais en soi, il n'y a pas d'énonciation sur la souhaitabilité de la chose. Normale, ça veut donc dire qui n'est pas le lieu d'une rupture dans mon quotidien, de quelque chose avec lequel je ne suis pas plus à même de... Enfin, qui me donne un contexte avec lequel je ne suis plus à même d'entrer en interaction. En fait, c'est ça. Mais en soi, il y a des vies normales ou des vies ordinaires qui se déroulent de manière qui ne sont pas moralement, politiquement souhaitables. Donc en tant que telle, l'idée de normalité ou d'ordinarité est aussi quelque chose qu'il faut questionner. C'est aussi pour ça que je faisais allusion à ce qu'avait dit Martine Schuster ce matin, c'est-à-dire que ça va pas de soi. Donc oui, plutôt, si vous parlez de l'Occident, je pense qu'on est plutôt dans le cadre d'une vie normale, au sens où il n'y a pas d'éruption brutale, majeure actuellement. Est-ce que c'est maintenant une vie souhaitable, la vie la plus souhaitable
Ça, ce sont d'autres questions, aussi bien sur des questions de justice, de vie bonne, enfin beaucoup de choses comme ça. Mais c'est la question de la normalité. La normalité renvoie au fait que c'est considéré comme allant de soi. Donc, on est plutôt là, je pense. J'aimerais remercier Estelle et Vanessa pour votre conférence et ces deux présentations. Estelle, cette idée de réparation, tu dis qu'il faut savoir ce qui s'est passé avant afin de restaurer et de réparer. Et je me demandais si c'était vraiment ce qu'est le projet de réparation. Ou est-ce que c'est plutôt la responsabilité par rapport à ce qui a été perdu, perturbé, ou c'est se déplacer vers une autre notion, à savoir reprendre une vie normale, mais pas faire ressurgir ce qui existait. Oui, alors, donc, on me dit qu'il faut que je traduise. Bon, la question se porte sur est-ce que dans l'idée de réparer, il y a l'idée de restaurer ce qui était, enfin plus ou moins l'identique, ce qui était avant, donc la catastrophe, le massacre, etc. Et j'ai dit qu'en fait, l'idée, enfin, pour clarifier, j'étais en train de parler de catégories là. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est qu'il fallait penser en même temps la vulnérabilité, donc la condition qui précède, et donc la question de la vie d'après, notamment parce que ça me permet de réfléchir à la forme de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie une forme de vie, la réparer. Mais donc c'était ça, l'avant et l'après. Mais l'avant et l'après ne reportaient pas sur quelque chose de substantiel, au sens où il s'agirait de restaurer point par point la façon que nous avions de vivre auparavant. L'idée, c'est de rendre possible à nouveau une vie ordinaire, supportable. Et c'est-à-dire, c'est quelque chose de très modeste. Après, on a tous les désaccords sur dans quelle direction, plus précisément, on veut aller en termes de vie juste, etc. Mais il ne s'agit pas du tout de restaurer point par point. Ça, c'était pas ça. C'est vraiment, je parlais de catégories. Pour penser, donc, la vie d'après, je pense, la vulnérabilité et vice-versa. Merci beaucoup à tous les deux, encore une fois, pour des débats très stimulants et aux interprètes aussi en haut. J'ai une question pour vous deux. Il semblerait que, différents égards, vous avez parlé d'une tradition phénoménologique. Et ma question serait, beaucoup de vos remarques mettent l'accent sur la parole. Même lorsque vous parlez de pratique, vous parlez de ces pratiques comme un moyen de transmettre la parole après. Mais la notion de Heimat, de mère patrie, il ne s'agit pas simplement de langage, là, de parole. Donc comment vous tenez compte des pratiques qui n'incluent pas la parole comme support? Et je le dis en particulier par rapport à Vinadas, que vous avez tous les deux mentionné. Elle écrit beaucoup de choses très intéressantes sur les rumeurs. Et c'est très la parole qui porte la rumeur, par exemple, la parole qui témoigne du génocide. La question donc pour vous, Estelle, c'est peut-être sur la notion de réparation. Je me demande quel est l'enjeu là, parce que je vois ce que vous faites. La réparation doit multiplier les possibilités, d'accord. Mais il me semble qu'une possibilité humaine essentielle, c'est aussi le fait qu'on peut créer des actes monstrueux. On peut être responsable d'actes monstrueux, et ça semble être aussi un fait qui définit l'être humain. Donc, comment positionner la réparation par rapport à la reconnaissance du fait que nous sommes des êtres finis avec un langage pour qui des atrocités sont une tentation, ou en tout cas une possibilité parmi d'autres. Et la raison pour laquelle je mentionne cela, c'est parce que ça fait partie aussi de l'ordinaire.
Et donc, je vois ce que la notion de réparation peut apporter, mais je me demande si ça ne recouvre pas d'une certaine manière certains points terminologiques de ce que ça peut vouloir dire pour l'être humain, c'est que nous sommes toujours capables de ces actes monstrueux. Donc, en fait, c'était une question concernant la notion que j'ai pas trop développée de village natal par rapport à par exemple, la notion de Heimat qui a une dimension extrêmement aussi de pratique et que donc se focaliser sur uniquement le discours, peut-être être aussi laisse tomber cette dimension qui peut être dangereuse, par exemple dans le cas de rumeurs. Alors effectivement, je me suis intéressée à la question du langage, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ce langage, cette notion de village natal, enfin, qui en japonais est est porteur d'une charge idéologique extrêmement forte et qui a été utilisée par le gouvernement japonais pour inciter les habitants des zones contaminées à retourner une fois que le gouvernement a dit que les zones avaient été décontaminées. C'était à la fois c'était intéressant de voir à quel point réutiliser ce terme de village natal tout en à mon avis, malheureusement, je n'avais pas pu le développer, c'est-à-dire qu'en fait, le langage permet d'utiliser ce terme de village natal tout en proposant une dimension beaucoup plus critique de ce que le gouvernement japonais essaye de promouvoir, c'est-à-dire que cette question de village natal est la question d'une ouverture à une autre communauté qui n'est pas la reconstruction à l'identique, alors que le gouvernement japonais, dans son idée de village natal, parle de retour à l'identique sur des zones donc on les a décontaminées, elles sont propres, alors que les habitants, les personnes donc survivantes disent non, on ne revient pas comme ça. Par contre, pour nous, le village natal, enfin cette notion de furusato, c'est une notion qu'on va développer avec une critique, donc à travers la revalorisation de la communauté, qu'on va développer, donc une critique de la modernisation, de la modernité, critique de le retour à l'identique, ce n'est pas possible, mais nous restons en communauté, nous avons un dialogue avec les morts, avec les vivants. Donc en fait, pour moi, c'était la première étape d'un langage qui va construire de nouvelles pratiques. Oui, bon, dans mon cas, la question, elle portait sur le type de phénoménologie, en fait, la façon que j'avais de décrire ce qui était à l'œuvre donc dans l'après, et notamment parce qu'il y a derrière effectivement ce que j'ai dit, donc une réflexion sur ce qu'est être humain et sur ce que c'est qu'une forme de vie humaine. Bon. Et donc en fait, la question qu'il me posait, c'est pourquoi est-ce que j'ai privilégié le vocabulaire de la réparation sur celui donc de la reconnaissance, mais au sens d'admettre, hein, pas d'une reconnaissance active, hein, knowledge en anglais, c'est parce qu'on a deux mots, en fait, j'explique à Martine, le problème c'est qu'en français on a deux mots pour dire... enfin, on a un seul mot pour dire ce que vous avez deux mots, acknowledge and recognition, nous on n'a qu'un seul mot, alors j'explique que ici c'est vraiment reconnaître, c'est admettre, s'incliner devant le fait que oui, eh bien, être humain c'est aussi commettre ce genre de massacre, en fait, c'est ça. Donc pourquoi est-ce que je privilège la réparation à l'idée de reconnaissance dans ce sens-là? Ça, c'est une question compliquée qui renvoie vraiment, alors pour le coup, à l'idée de forme de vie telle que je l'entends. Donc la forme de vie qui pour moi, est donc liée à une série de pratiques. C'est un ensemble de pratiques. Hein, et là, sur ça, je vais renvoyer donc à quelqu'un qui n'a pas été évoqué ici, qui s'appelle Raël Yaegui, que tu dois connaître.
qui repense les formes de vie dans la perspective de l'école de Francfort, et qui en parle des formes de vie comme d'un ensemble de pratiques qui sont sédimentées. Et donc c'est précisément parce qu'en fait une forme de vie est faite donc d'un certain nombre de pratiques qui peuvent être alourdies, qui peuvent être sédimentées dans des choses, dans des institutions, que ces formes sont maintenues. Donc moi, ce que je veux garder devant, c'est vraiment l'idée d'une pratique, et donc il y a une forme d'activité. C'est pour ça qu'il me semble qu'il y a quand même malgré tout une forme de travail, d'où l'idée de réparation, une forme de travail dans le fait qu'une forme de vie se perpétue, se transforme. En fait, donc ce travail me semble moins être rendu par le vocabulaire de l'acknowledgement, de reconnaître au sens où tu l'as dit. Voilà, c'est derrière l'idée de réparation, l'idée d'un travail que j'aime bien. On va finir sur une dernière question, puis on conclura. Merci beaucoup. Tout d'abord, une petite question avec Madame Gonon. C'est dans la langue japonaise, la prononciation de parler, ça veut dire aussi se libérer. Je ne sais pas si j'ai bien saisi le message. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, selon le caractère avec lequel on écrit, le même mot peut vouloir dire parler ou se libérer. Mais c'est une question de caractère, donc hanasu. Je trouve cela très intéressant parce que je réfléchis à est-ce que après le traumatisme, le fait de parler, de raconter ou d'écrire, ça, c'est une forme de se libérer ou cela risque d'aggraver encore le traumatisme? Parce que je pense après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de rescapés, de survivants ont du mal à parler de cela. Ou je pense aussi à la mémoire collective des Français. Ils commencent à parler de l'occupation ou de Vichy dans les années 60 ou 70. Avant, il existait le mythe de résistentialisme, etc. Et donc, je me demande, est-ce que la mémoire individuelle ou collective a besoin de prendre du recul ou besoin de prendre de la distance face à ce traumatisme et pour regarder en face la période traumatisée? Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Là, je n'ai pas précisé, mais ce processus de parler, enfin, justement cette appréhension de parler était liée à l'idée que donc se libérer est aussi faire trop rapidement le deuil des disparus. Donc en fait, la question était que certaines personnes n'ont pas parlé parce que justement, et c'est pour ça qu'elles ont rêvé, c'est qu'elles n'ont pas parlé pour ne pas se libérer de cette situation de perte, afin, donc, notamment en attendant que, par exemple, les corps soient retrouvés. Donc, il y a eu énormément de personnes de Fukushima, enfin, des zones sinistrées, qui n'ont pas voulu parler pour ne pas se libérer de ce traumatisme qui est gardé en eux, ces morts ou ces disparus. Donc, la libération de la parole a été très progressive, et même ce qui s'est passé dans le café des Bonzes dont j'ai parlé, donc, la parole a vraiment eu du mal à sortir, puisque c'est très difficile d'accepter c'était trop tôt pour faire un deuil. Il fallait encore attendre, et donc il ne fallait pas parler. Et je crois qu'il y a cette... alors là, je ne sais pas, il faudrait voir au niveau des psychanalystes qui ont travaillé sur la question. Il y a très peu de témoignages. Donc bon, ce sera mon prochain travail de terrain, c'est d'aller voir justement ce que les psychanalystes ont pu faire, ceux qui ont pu pratiquer, s'ils ont réussi à faire parler, et à quel moment, parce que je pense qu'il faut du temps.
pour ne pas se libérer. Merci beaucoup. Je voudrais remercier à nouveau tous nos intervenants d'aujourd'hui et intervenantes en particulier celles et ceux qui ont fait un long voyage pour venir. Je voudrais vous remercier, vous, de vous être déplacés un dimanche pour discuter avec nous et puis remercier les personnes qu'on ne voit pas mais qui ont permis que cette journée puisse s'accomplir au mieux. Enzo Di Meo qui est en régie là-bas, merci. Nos deux traducteurs, Christopher Jacques et Florence Bazin, là-bas, qu'on a mis parfois à rude épreuve. Merci beaucoup. Et puis, enfin, mais non les moindres, nos collègues des activités culturelles du Mémorial de la Shoah, le Mémorial de la Shoah qui a littéralement porté ce projet, Marine Lesage, Louise Dessos, et puis last but not least, comme on dit en anglais, Sandrine Morvan. Merci beaucoup, je crois qu'on peut aussi les applaudir.